Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est un honneur maintenant pour nous de recevoir ici sur notre chaîne Nicolas Barral, dessinateur et scénariste français, auteur de la BD Sur un air de fado, qui est ici, qui au Portugal est connu sous le nom de Ao Som do Fado, une bande dessinée située dans les années 1960 décrivant les derniers instants de la dictature portugaise, période de grande répression pour nos amis portugais, qui s'est terminée en 1974. Soyez le bienvenu sur Eurocomics, Nicolas Barral. Merci à vous de m'accueillir. Oui, c'est un plaisir, hein, avec plaisir. Donc, la première question est inévitable. Pourquoi construire une histoire qui se déroule au Portugal et pourquoi est-elle située à une période aussi dramatique de l'histoire du pays? Avant de réaliser ce travail, avez-vous déjà une bonne connaissance de l'histoire récente du Portugal? Non, je n'avais pas de vraie connaissance de l'histoire du Portugal. J'avais entendu parler de la révolution des œillets, bien sûr. Mais en fait, il se trouve que la femme de ma vie, d'origine portugaise, et donc, quand j'ai fait sa connaissance, elle m'a conseillé des lectures. Parmi les livres qu'elle m'a conseillé de lire, il y avait un livre d'Antonio Tabucchi, qui est un auteur italien, mais qui écrit en portugais et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Pereira Prétend, et qui racontait l'histoire d'un personnage, un journaliste en l'occurrence, qui vivait sous la dictature de Salazar dans les années 30 et qui avait du mal à se situer politiquement, qui ne voulait pas prendre position pour ou contre la dictature. Et donc ce livre m'a interrogé sur la question de savoir ce que moi je ferais si mon pays connaissait la dictature. Et donc j'ai commencé à prendre des notes sur le sujet. C'était en 2005. Et j'ai attendu une dizaine d'années avant de m'y mettre sérieusement. D'abord parce que je ne disposais pas de toute la documentation nécessaire. Il fallait que je me renseigne sur cette période que je connaissais mal. Et le fait d'attendre m'a permis d'accéder à des livres qui n'avaient pas été édités en 2005. Des livres, par exemple, de l'historienne Irene Pimentel sur la PIDE, la police politique, sur les victimes de Salazar. Et puis j'ai attendu aussi, et je pense que j'ai bien fait, d'avoir le recul suffisant pour traiter des zones de gris, c'est-à-dire je ne voulais pas d'une histoire trop manichéenne. Donc j'ai fini par me mettre au travail véritablement en 2015. Nicolas, par curiosité, cette bande dessinée est sortie pour la première fois au Portugal, publiée chez Levoir en novembre 2020. En France, elle n'a été publiée que par Dargaud en janvier 2021. L'idée de publier d'abord au Portugal était-elle envisagée depuis le début de la conception de Sur un air de fado? Non, j'ai beaucoup insisté auprès de Dargaud pour qu'il y ait une sortie simultanée en France et au Portugal. Et si l'album est sorti d'abord au Portugal, c'est dû au Covid et au confinement et qui a fait que la sortie de l'album en France a été décalée. Voilà, donc finalement, l'album est paru d'abord au Portugal et je trouve que c'est finalement très bien comme ça. Le fait que les Portugais aient été les premiers à découvrir cette histoire, eh bien, je trouve que c'est finalement le hasard a bien fait les choses. J'avais pas de doute, en fait, sur le fait que le Portugal serait intéressé tôt ou tard par cet album. Mais classiquement, l'album sort d'abord en France et quelques mois, voire parfois un an après, dans les pays extérieurs à la France, les pays non francophones. Donc, Nicolas, les choix du très réaliste, mais en même temps pas si réaliste, était-il un choix conscient pour adoucir la dureté du récit? Alors, il se trouve que moi, j'ai plusieurs styles, on va dire. Le style que j'utilise sur un air de fado, je l'avais déjà développé dans une ancienne série, à peu près, enfin, c'est pas tout à fait le même style, mais enfin, c'était vraiment très proche. C'était une ancienne série qui s'appelait Les Ailes de plomb, qui était parue aux éditions Delcourt.
en fait, il se trouve que quand je pense à une histoire, il y a un dessin qui me vient automatiquement. Et pour ce sujet, je voulais un dessin naturaliste. Même au niveau de l'ancrage, c'est un peu moins léché, c'est un peu moins tenu que d'habitude, parce que je voulais vraiment dessiner ça un peu comme on fait un croquis sur le vif. Et pour les couleurs, c'est pareil. Je tenais absolument à ce que les couleurs reflètent vraiment les sensations. Et pour cela, effectivement, un dessin naturaliste me semblait le plus approprié, car je crois beaucoup à l'influence de l'environnement sur les individus. Donc, Nicolas, en fait, pourquoi avoir choisi un médecin curaire des jupons, le docteur Fernando Paes à Lisbonne, comme personnage principal? Justement, lui qui n'est pas autant politiquement engagé que ce que le lecteur pourrait attendre de lui par rapport au temps difficile qu'il vivait au Portugal. En fait, même avec son passé, disons, un peu révolutionnaire, il essaye de vivre, entre guillemets, une vie normale au milieu de toute l'oppression turbulente qui traverse le pays. Et là, on est vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire la question que je me suis posée, c'est de savoir ce que je ferais si mon pays connaissait la dictature, c'est-à-dire est-ce que je me comporterais comme un héros? Est-ce que je me comporterais comme un salaud? Est-ce que je déciderais de ne pas prendre position? Et la question qui suit, c'est de savoir si il faut en vouloir aux gens qui aspirent à une forme de légèreté dans l'existence. Est-ce qu'il faut en vouloir à des gens qui naissent sous un régime dictatorial, qui pour certains n'ont connu que ça? Le régime de Salazar, la dictature a duré 48 ans, 2 générations. Donc il y a des gens qui n'ont connu que la dictature. Et ces gens-là, faut-il les condamner d'avoir eu envie, en tout cas pour ceux qui ont choisi de ne pas s'engager en politique, de ne pas s'engager dans la résistance au régime, est-ce qu'ils sont condamnables? Et donc, j'ai décidé de mettre en scène un personnage qui est habité finalement d'émotions complexes. Comme vous dites, il a milité dans sa jeunesse, mais s'il a milité, c'était parce qu'il était tombé amoureux d'une militante. Et donc, la question sous-jacente, pour moi, était de savoir ce qui motive l'engagement. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, éventuellement, on devient un héros? Eh bien, je crois que ça ne se décrète pas. Je pense que ce sont les circonstances qui décident pour vous. Et si j'en ai fait un médecin, eh bien, c'était parce que je voulais que ce personnage, d'une certaine manière, ait les moyens et l'aisance financière pour s'accommoder facilement du régime, pour ne pas avoir à souffrir du régime. Le régime de Salazar, c'était un régime oppressif, mais c'était un régime aussi où la majorité des gens vivaient dans une extrême pauvreté, ce qui a d'ailleurs donné lieu à une vague d'émigration très importante. Donc je voulais un personnage issu d'un milieu favorisé, et comme je souhaitais également qu'une grande partie de l'histoire tourne autour de la police politique et du siège de la police politique, il me fallait un témoin, il me fallait quelqu'un susceptible de pouvoir y entrer. Et donc j'ai choisi un médecin parce que un médecin, eh bien ça, par définition, ça soigne tout le monde. Ça soigne les gentils, les méchants. Normalement, ça ne doit pas choisir. Et donc, ce personnage me permettait d'accéder à tous les milieux et de pouvoir offrir au lecteur un peu tous les points de vue sur le régime de Salazar. Est-ce que la recherche que vous avez faite sur un air de fado a nécessité une visite ou des visites au Portugal, ou avez-vous simplement utilisé des photos sur Internet pour recréer en détail les scènes que nous voyons dans cette BD-là? Alors, non, je suis allé évidemment sur place. C'était une manière non seulement évidemment de prendre des photos pour être le plus précis possible dans ce que j'allais dessiner. D'ailleurs, je me suis heurté à un premier obstacle qui était que, donc, au moment où je commence à rassembler un peu la documentation, je souhaite prendre des photos du siège de la police politique, et ce siège était en travaux la première fois. Donc, je n'y avais pas accès, donc j'étais très, très ennuyé. Donc, voilà, ça c'était pour l'anecdote. Donc, j'ai pris effectivement des photos, je suis allé sur place. J'ai utilisé d'ailleurs la méthode préconisée par Jacques Tardy,
J'avais lu quand j'étais un jeune dessinateur, enfin, j'étais même pas encore dessinateur, je voulais devenir dessinateur. J'avais eu une interview de Jacques Tardy où il expliquait sa façon de procéder, en particulier pour dessiner Nestor Burma. Et alors là, ce qui est amusant, c'est que 20 ans après, on m'a proposé de reprendre Nestor Burma. Donc, d'une certaine manière, la boucle était bouclée. Donc, j'avais été très impressionné par cette interview où il expliquait sa manière de faire, qui consiste à vraiment se rendre sur les lieux, un peu comme un cinéaste, pour préparer un film, se rend sur les lieux du tournage en repérage. Et donc, j'ai fait ça. Je me suis promené dans Lisbonne. J'ai envisagé tous les points de passage de mes personnages, en rassemblant un maximum de documentation. Alors évidemment, les photos que je prenais sont des photos d'aujourd'hui, donc il a fallu que je fasse un mix entre les photos d'aujourd'hui et les éléments visuels qui existaient à l'époque. Là, je suis allé sur Internet, effectivement, j'ai aussi acheté des livres à Lisbonne, à la librairie Bertrand, mon atelier déborde littéralement de livres, parce que je crois qu'on n'en a jamais assez de documentation, surtout quand on souhaite développer un propos le plus réaliste possible. Et nous tenons à féliciter la coloriste de l'œuvre, Marie Barral, oui. Qui a opté pour des couleurs plus douces, juste pour représenter cette période dramatique de l'histoire portugaise, en évitant l'utilisation des couleurs plus vives. Comment s'est passée votre collaboration avec elle et quelle est votre relation avec l'artiste? Eh bien, Marie, c'est ma fille. Oui, félicitations, Voilà. félicitations. Oui, je transmettrai vos félicitations à l'artiste. Il se trouve qu'en fait, quand j'ai commencé à réaliser l'album, je comptais faire les couleurs moi-même. D'ailleurs, j'ai commencé, j'ai fait une dizaine de planches je me suis rendu compte que ça risquait de rallonger énormément le temps de réalisation et donc j'ai eu l'idée de me faire aider. Et je n'ai pas eu à chercher très loin car cette petite jeune femme maintenant avait l'habitude évidemment de fréquenter l'atelier de son papa et donc et comme elle cherchait à gagner un peu d'argent, bien, je l'ai embauchée. Et donc, alors au départ, il s'agissait pour elle de faire ce qu'on appelle le remplissage. Alors, bon, ce sont des couleurs qui sont faites informatiquement. Et le remplissage, ça consiste à définir des zones de couleurs sans forcément au départ être certain de la bonne couleur. Mais l'avantage pour moi, c'est de pouvoir sélectionner les zones et les modifier facilement. Donc, au départ, il s'agissait pour elle d'une certaine manière de préparer le terrain. Mais en fait, assez rapidement, elle a fait ce que j'appellerais un remplissage intelligent, c'est-à-dire qu'elle s'est basée à la fois sur les couleurs que j'avais faites sur les 10 premières planches et un peu sur les discussions qu'on avait ou sur les photos que je lui fournissais pour effectivement trouver cette palette. Alors, après, il y a une différence entre ce qu'on voit à l'écran et ce qui a été imprimé. Hein. Les couleurs à l'écran sont un peu plus lumineuses que dans la version imprimée, mais je trouve ça finalement plutôt pas mal. C'est-à-dire que les couleurs telles que les lecteurs les découvrent dans l'album ont une espèce de patine un peu nostalgique qui convient assez bien à l'esprit de l'album. Je voulais évoquer finalement le soleil, évidemment, parce que Lisbonne, c'est une ville du Sud, mais il fallait que ce soleil soit un soleil trompeur, car dans l'ombre se déroulaient des événements dramatique. Et voilà. Et donc, c'est un travail vraiment à quatre mains. Et il y avait un autre avantage pour moi, par opposition aux coloristes, aux intervenants extérieurs qu'on ne peut pas surveiller. Donc là, j'avais quelqu'un à côté de moi à qui je pouvais donner des indications si nécessaire, et aussi quelqu'un qui, au fur et à mesure, lisait l'histoire et elle me donnait un retour immédiat sur ce que j'avais fait. Donc, en plus d'avoir mis en couleur l'album, d'une certaine manière, elle a joué un peu le rôle d'éditrice, qui ne dit pas son nom, mais en tout cas de première lectrice, et c'était précieux pour moi, parce que ça me permettait de vérifier que mes intentions étaient bien comprises, que l'humour, parfois, parce que même dans un pays dramatique où un régime violent s'exerce, les gens quand même, peut-être parce que c'est d'une certaine manière la politesse du désespoir, éprouve le besoin de rire. Et donc, j'avais glissé quelques petits dialogues savoureux et ça me permettait, grâce à Marie, de voir s'il fonctionnait. Donc, c'était vraiment très rassurant pour moi, à tout point de vue, d'être épaulé dans ce long travail, puisqu'il a duré 3 ans.
Donc, et on se souvient, on a déjà parlé de ça, que vous êtes aussi le dessinateur de Nestor Burma, selon l'univers graphique des Tardy, et aussi le dessinateur des aventures de Philippe et Francis, une satire des aventures de Blake et Mortimer d'Edgar Pierre Jacobs, cette dernière série mentionnée dont on connaît 3 titres publiés, les voici. Voilà. Quelle est votre relation avec la ligne claire et pouvons-nous attendre pour l'avenir, évidemment, plus de tomes des aventures de Philippe et Francis? Il en est question. Comme vous l'avez constaté, j'ai beaucoup de sollicitations, donc le moment est sûrement venu d'y revenir. Alors, mon rapport à la ligne claire, il est très lié à l'enfance, c'est-à-dire que les premiers albums que j'ai lus constituent un peu la matrice de dessinateur que je suis devenu. Alors, évidemment, Astérix, Lucky Luke, Tintin, hein, c'est un peu le triptyque sur lequel je me suis appuyé pour développer mon style, pour ajouter Giraud, Tardy, dont on a parlé. Jacobs, c'est un peu particulier. Jacobs, je l'ai découvert assez tardivement, en fait. Et je m'y suis intéressé de plus près au moment où nous avons décidé de faire cette parodie. Il a fallu quand même que je regarde un peu comment l'œuvre d'origine était faite, de manière à essayer de s'en approcher le plus possible graphiquement, parce que je crois que le décalage humoristique fonctionne d'autant mieux que l'univers est assez bien respecté. Donc voilà, donc ça a été un travail d'immersion dans l'univers de Jacobs pour en retirer les éléments qui seraient nécessaires à développer cette parodie, donc, les aventures de Philippe et Francis. Donc, merci beaucoup, Nicolas Barral, de nous avoir accordé cette incroyable, cette superbe interview. Et à bientôt ici sur Eurocomics, la chaîne de la BD franco-belge au Brésil. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.